Je me présente, je suis Gilbert Telot, je suis chargé de sensibilisation formation au sein du dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site qui répertorie un petit peu toutes les ressources et qui accompagnent les victimes dans leur parcours du combattant une fois qu'on a été victime d'une cyberattaque. Donc, on a voulu intituler ce séminaire Comprendre pour ne pas subir, parce qu'effectivement, bien souvent, votre cœur de métier n'est pas la cybersécurité, du coup, mais par contre, vous utilisez tous du numérique, et du coup, vous êtes tous sensibles aux risques qu'inclut le numérique, mais ce n'est pas non plus la priorité de la priorité, puisque vous, c'est souvent des entreprises où vous devez déjà produire. Oui. Ok. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Par contre, pour ceux qui sont à l'écoute, si vous voulez bien couper vos micros pour éviter toutes les interférences. Oui, je croyais qu'il y avait une interaction, c'est pour ça, excusez-moi. Oui. Allez-y. Donc, on vous propose effectivement aujourd'hui en 30 minutes, donc c'est très rapide, mais on va essayer d'aller à l'essentiel, de présenter déjà le dispositif national, de faire un petit zoom sur les menaces que l'on constate, puisqu'on a un poste d'observation un petit peu particulier, puisqu'on est un point focal où on regroupe un petit peu les signalements, et par conséquent, on a une bonne visibilité sur les tendances, hélas, de la menace cyber. Ensuite, on reviendra sur les réactions qu'il faut avoir et on zoomera notamment sur le fait que mieux vaut prévenir que guérir et que la sensibilisation qui évite l'incident est essentielle pour éviter d'avoir ensuite à réparer les dégâts. Et je vous donnerai tous les liens et toutes les ressources qui sont sur le site et qui sont totalement gratuites, donc que vous pouvez utiliser à volonté. Alors, quel est le dispositif du GIP ACIMA? ACIMA pour assistance aux victimes de cybermalveillance. 3 missions au dispositif: assister les victimes. La deuxième, c'est informer et sensibiliser, donc prévenir. Et la troisième, c'est anticiper, effectivement, pour essayer de voir quelles sont les tendances du risque. On s'adresse à qui? Les grandes entreprises, elles sont directement adressées par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui adresse les grandes administrations et les grandes entreprises stratégiques. Maintenant, pour tout le reste du tissu économique, qui va du particulier en passant par les entreprises PME, TPE et associations et les collectivités et administrations locales, c'est nous qui sommes en charge pour sensibiliser et assister les victimes. Alors, qu'est-ce que ce dispositif? Pour quoi retenir en quelques chiffres? C'est un dispositif public-privé, donc il y a 7 ministères qui sont impliqués, dont les services du Premier ministre dont on dépend, et également des grandes entreprises, ainsi que de grandes organisations comme la CNIL, bien sûr, mais aussi des grandes entreprises type la SNCF, EDF, la Poste, qui contribuent au dispositif. Donc 65 partenaires. Pour vous, en pompier du numérique, on a référencé plus de 1200 prestataires de services qui interviendront en pompier du numérique pour éteindre l'incendie numérique que vous pourriez avoir. Et nous, on s'occupe de la mise en relation, on s'occupe de la qualification de ces partenaires et on s'occupe de la mise en relation. Après, il y a un contrat commercial qui se crée entre la victime et son prestataire. On a… C'est-à-dire… Pardon. Pardon. C'est-à-dire qu'on pourra se tourner vers vous pour avoir les coordonnées d'un prestataire sur notre zone, par exemple? Absolument. Absolument. Okay, vous allez sur notre site, vous dites « Je suis victime d'une cybermalveillance ou je souhaite sécuriser mon système d'information » et derrière, vous avez un questionnement qui permet de cadrer un petit peu votre demande. Et ensuite, on va jusqu'à la mise en relation avec des prestataires de votre tissu local. Ok, super. Merci, excusez-moi. Il y a les prestataires sur intervention, 1200, et il y a les experts cyber qu'on considère comme les constructeurs et reconstructeurs de systèmes d'information avec les bonnes normes de cybersécurité, ce qu'on a appelé le label expert cyber, qui est délivré par l'AFNOR, donc qui a un coût pour ces experts cyber, mais on vérifie à la fois leurs compétences, leurs process, ainsi que leur éthique, puisque
chaque fois qu'il y a un animal blessé, il y a des vautours autour qui rôdent pour profiter d'une situation qu'ils n'ont pas déclenchée, mais dont ils aiment bien abuser. Donc, on ne veut pas que les gens qui soient victimes soient en plus rackettés par des gens plus ou moins éthiques. Alors, pour donner un peu le sens de l'intensité de la menace, hein, c'est près de 300 000 demandes d'assistance que nous avons eues sur la plateforme l'année dernière, enfin l'année 2023. Les chiffres de 2024 vont sortir le mois prochain dans notre rapport annuel. Et près de 4 millions de visiteurs. Et en avant-première, je peux vous dire qu'on est déjà à 5,2 millions sur l'année 2024, visiteurs uniques sur la plateforme. Donc, c'est un phénomène qui touche beaucoup, beaucoup de monde. Et effectivement, le numérique, c'est un peu comme la pièce de monnaie, c'est-à-dire qu'on veut toujours prendre la pièce par la face opportunité, mais on oublie de regarder le verso, et il y a la face risque qu'il faut couvrir et qui vient un petit peu mitiger les opportunités. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Alors, quelles sont les menaces qu'on constate, nous, depuis notre poste d'observation? Quelle est la tendance? Alors, on a 3 publics essentiels. On a fait 3 classements un petit peu des différents types de cyberattaques que l'on constate ou de cybermalveillance que l'on constate. Ce qu'on voit, c'est que pour les entreprises ou associations, on a en 1 le piratage de compte, en 2 l'hameçonnage et en 3 le rançongiciel qui est destructeur. Hein. L'hameçonnage reste toujours sur le podium, quel que soit le public, parce que c'est la mère des attaques. On va le voir. En fait, l'hameçonnage, c'est la manière de rentrer dans un système pour ensuite pirater des comptes, déployer un rançongiciel ou faire d'autres malversations, comme vous en avez parlé on en parlait en aparté avant la session, comme par exemple des faux ordres de virement ou des choses, on y reviendra. Présenté différemment, voilà à peu près le panel. Là, c'est pour les particuliers, mais vous l'avez vu, le trio de tête, hameçonnage, piratage de compte et rançongiciel tiennent le haut du pavé. Qu'est-ce que l'hameçonnage? L'hameçonnage, ou phishing en anglais, hein, ça consiste à effectivement obtenir l'ouverture de la porte du système numérique par une fraude astucieuse à la manière du cheval de Troie. Donc ça date de l'Antiquité, mais c'est toujours d'actualité. C'est une menace qui est prédominante parce que c'est ce qui permet, en fait, plus vous allez mettre des barrières technologiques pour réfréner les attaques, plus les gens vont dire, plutôt que de forcer la serrure 5 points du numérique, on va faire ouvrir par l'utilisateur à l'intérieur de l'entreprise, on va lui faire ouvrir la porte et qui va nous donner l'accès au système d'information. C'est pour ça que c'est très utilisé par tous les hackers et il s'adapte complètement à l'évolution technologique. Hein. On a eu sur ce sujet plus d'1,5 million de consultations et 50 000 recherches d'assistance sur l'hameçonnage. Donc, on voit bien que c'est la mère des attaques. Et ce qu'on constate, c'est que derrière, toute l'exploitation qui en est faite, c'est du piratage de compte, des fraudes au président, des virus ou des logiciels malveillants qui sont déployés. Alors, il faut savoir que c'est un véritable écosystème pour les cybercriminels, c'est-à-dire qu'il y a les collecteurs, ceux qui codent les virus, ceux qui collectent les données, ceux qui remettent les données en forme et les vérifient pour les valoriser sur des places de marché occultes qu'on appelle le dark web, c'est-à-dire tout l'Internet qui est non référencé par les moteurs de recherche. C'est la partie immergée de l'iceberg et qui permet effectivement aux cybercriminels de s'échanger des données très rapidement et avec des rapports financiers très importants. Donc, ça coûte très cher. Alors, je disais qu'il s'adaptait aux technologies, puisqu'on a vu avec l'avènement de tous nos mobiles, eh bien, au-delà du hameçonnage par mail qu'on connaissait, aujourd'hui, on voit apparaître depuis quelques années le smishing ou SMS phishing. Donc, c'est tout ce que vous connaissez de tentatives de vous faire cliquer sur des liens en disant vous avez une amende, vous avez la carte vitale qui ne va plus marcher, vous avez, etc., etc., hein, le colis qui ne rentre pas dans la boîte à lettres. L'idée étant de vous faire cliquer pour ensuite récupérer vos données pour les utiliser pour des malversations. Donc, c'est bien. Donc, ça, ils utilisent maintenant le portable. Et la dernière tendance qu'on constate, c'est le quishing, c'est-à-dire le QR code phishing, qui est, alors, excusez les barbarismes, mais ça permet de qualifier un petit peu les modèles.
et qui consiste, par exemple, à remettre un autocollant de QR code sur un QR code existant, hein, que vous avez sur les parcs-mètres. Il y a des villes qui se sont fait hacker comme ça par des QR codes falsifiés. Et il recolle un QR code sur le QR code, sur le vrai QR code, et il vous emmène sur un site qui ressemble au vrai site, mais qui va collecter vos données au lieu de vous donner le service attendu. Par exemple, au lieu de payer votre parc-mètre, eh bien, il va vous récupérer le nom, prénom, vos données personnelles, plus vos données de paiement, puisqu'il va dire il faut payer le parc-mètre. Et donc, les QR codes, même s'ils sont très pratiques et très utilisés, il faut s'en méfier et vérifier qu'ils n'ont pas été piégés par des gens mal intentionnés. L'escroquerie au faux conseiller bancaire ou le faux ordre de virement, c'est à peu près ces deux variantes. Le faux conseiller bancaire, c'est plutôt pour les particuliers. Le faux ordre de virement, c'est plutôt pour les entreprises. On voit que c'est là encore, on utilise la crédulité ou le stress sur les personnes en charge de faire ces opérations financières. L'idée étant de récupérer directement de la manne financière. Donc, ça coûte de plusieurs milliers à plusieurs centaines de milliers d'euros en fonction du type d'escroquerie. On a vu des fraudes au président qui ont coûté 300 000, voire au Japon 2,5 millions de dollars, uniquement sur un système de fraude au président, utilisant même aujourd'hui ce qu'on appelle le deepfake ou l'intelligence artificielle pour trafiquer une vidéo ou une demande. Vous pensez me parler et en fait, c'est pas moi qui parle, c'est une IA qui va vous dire de me faire un virement rapidement et discrètement. Donc là aussi, la technologie et les hackers s'adaptent aux possibilités qu'offre la technologie dans le monde numérique. Le faux support technique, alors ça arrive notamment chez les PME, PMI et chez les particuliers, hein. C'est effectivement un message qui apparaît sur votre écran et qui vous demande de contacter un support technique parce que votre machine a été victime d'un virus. Alors on le voit soit au travail, soit à domicile, en télétravail par exemple, avec quelque chose qui va apparaître parce que le site sur lequel vous êtes allé n'était pas sûr ou parce qu'il y a eu un hameçonnage qui a réussi. Ça fait apparaître ce message et ça vous fait contacter effectivement des numéros souvent à l'étranger, donc difficile ensuite de récupérer les sommes versées. Et surtout, ça va mettre en contact l'humain à l'humain. Et à partir du moment où vous serez face à un autre humain, mais qui maîtrise l'outil numérique, alors que vous avez toujours des limites à l'usage du numérique, eh bien, il va vous amener sur son terrain pour ensuite procéder aux malversations qui l'attendent. Le préjudice est très important, est directement financier et ça part souvent à l'étranger, voire dans des crypto-monnaies. Donc la récupération des sommes, à moins de réagir très très vite, elle est compliquée. Parce que le droit est national, voire européen, et l'Internet est mondial, donc ça part dans des pays où les requêtes judiciaires prennent du temps, voire sont impossibles. Alors que faire? On a planté le décor un petit peu en disant le terrain numérique est un terrain miné. Que faire si je suis victime? Alors, a été lancé, et ça c'est vous êtes parmi les premiers à bénéficier de cette annonce, hein, a été lancé le 17 décembre dernier, alors, au milieu de mouvements politiques importants, donc qui a un peu fait du bruit et qui a empêché de bien mettre en avant le 17 cyber. Le 17 cyber, c'est une idée qui a germé chez nos politiques de mettre en place en fait une plateforme d'accueil unique pour les victimes de cybermalveillance. Donc, un peu comme vous faites le 17 police secours, ou le 18 pompiers, ou le 15 SAMU, ou le 112 pour ces 3 services fédérés. Eh bien là, le 17 cyber, c'est une plateforme. Vous n'aurez pas quelqu'un directement au bout du fil, mais vous aurez à qualifier un petit peu votre événement. Je suis victime d'une cybermalveillance, je suis un particulier, je suis une entreprise. Et derrière, on va vous guider dans les méandres nationaux pour vous mettre en relation avec les bonnes personnes et éventuellement vous proposer des prestataires susceptibles d'intervenir pour éteindre l'incendie numérique. Donc ça a été lancé en fin d'année. Il va y avoir des campagnes publicitaires qui vont être faites pour faire connaître ce dispositif et le faire utiliser. On a sur notre site la capacité à vous donner un widget qui permet de l'insérer sur vos sites internet, par exemple, pour quelqu'un qui serait victime et qui serait en relation avec vous,
eh bien, de cliquer sur ce lien et d'être directement guidé vers le 17 Cyber, la plateforme. L'idée, c'est vraiment de dire, je collecte toutes les requêtes, je les qualifie, je débruite, parce qu'il y a forcément des gens qui vont se tromper un petit peu dans la destination. Ils n'étaient pas vraiment victimes d'une cyberattaque, mais plutôt d'une escroquerie d'un autre type. Donc, on va débruiter, on va qualifier, et ensuite, on va vous donner des mesures conservatoires en disant faites ça, faites ça, faites ça, en attendant entre guillemets, les secours. Et derrière, s'il y a juridification, c'est-à-dire s'il y a dépôt de plainte, on va vous emmener vers les services gendarmerie ou police nationale qui vont bien, et eux-mêmes vous guideront vers la plainte en ligne ou une plainte en commissariat si c'est nécessaire, en fonction de la situation. Au final, vous serez mis en relation effectivement avec un fonctionnaire de police, enfin un fonctionnaire de gendarme ou policier, qui pourra vous donner des conseils et vous donner la marche à suivre pour les suites de l'opération, y compris le dépôt de plainte. Alors vous le voyez, hein, le site c'est https://17cyber.gouv.fr. Vous aurez la présentation, donc vous aurez tout le loisir de pouvoir référencer ce site de recours et de guichet unique cyber. Alors, l'idée, c'est, puisque l'hameçonnage est la mère des attaques, que faire face à une tentative d'hameçonnage, qu'elle soit par message ou par SMS? Le principe, c'est de ne pas rester seul, parce qu'en fait, les hackers, ils jouent sur la méconnaissance ou sur la crédulité de la victime, qui va être seul face à son écran et qui va avoir tendance à paniquer un petit peu en disant « Oh là là, j'ai plein de messages qui arrivent ou on me demande de faire ça, sinon il va se passer des choses graves ». Du coup, en étant seul, on perd sa liberté de jugement. Donc, il faut surtout s'entourer, parler à ses collègues et ne pas rester seul face à sa machine. Ensuite, il faut procéder à un certain nombre de vérifications. Il n'est pas normal qu'on vous dise que c'est le gouvernement qui vous écrit parce que vous avez une amende ou parce que votre carte vitale va s'arrêter. Si derrière, le numéro qui vous appelle n'est pas, ou le mail qui vous adresse n'est pas un mail gouvernemental. Donc, en relisant l'entête du message, en relisant les numéros qui vous contactent, vous êtes susceptible de détecter déjà des incohérences qui vont attiser votre méfiance. Il faut se méfier de tout ce qui va vous mettre en situation trop anxiogène. Attention, tout va s'arrêter si jamais vous ne faites pas ça. C'est un des principes qu'utilisent les hackers, c'est de vous mettre en stress de manière à limiter votre capacité de réaction. S'informer ou trouver de l'assistance, vous allez sur Cybermalveillance ou vous allez directement sur le 17 Cyber si c'est une urgence, hein, pour signaler, et on va vous donner les mesures à prendre. Et ensuite, il faut jouer collectif, un peu comme dans les sports collectifs, hein. À partir du moment où vous êtes ciblé par un mail ou un SMS douteux, frauduleux, eh bien, il faut le signaler. On a des plateformes gouvernementales qui permettent de blacklister un petit peu, donc d'empêcher les numéros ou les mails de contacter d'autres personnes. Donc, quand vous avez un message douteux, vous connectez à Signal Spam et le mail va être référencé comme un mail frauduleux. Et si c'est un SMS, vous avez le 33 700 qui est le numéro qui permet de signaler un SMS. Vous copiez-collez le message, à partir de quel numéro ça vous a été envoyé, et ça permet de bloquer ça au niveau des opérateurs téléphoniques. Donc, si vous avez détecté, vous avez aidé les suivants pour qu'ils ne soient pas sollicités par le même numéro, sachant que les numéros varient hélas tous les jours, mais ça complique un peu la tâche des malfaisants. Alors, pour vous aider, on publie, nous, un certain nombre de supports. On utilise pour ça des supports qui sont traduits en français. Il n'y a pas de jargon informatique. On parlait tout à l'heure en disant, mais moi, ce n'est pas mon métier, l'informatique. Eh bien, effectivement, donc on l'a traduit en français pour éviter que les gens soient perdus avec du jargonnage. Veuillez paramétrer votre système. Non, ça, ce n'est pas possible pour le kidam moyen ou pour quelqu'un qui a autre chose à faire qui n'est pas de la spécialité. Donc, on traduit en fait les bonnes réactions en français et c'est lisible par tout à chacun. Nos articles vous disent quoi faire en temps normal, quoi faire quand je suis victime,
comment juridifier, donc porter plainte et comment mieux se défendre face à ces attaques. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site. Il est riche de plus de 500 contenus. Donc, il y a des vidéos, il y a des fiches réflexes, il y a des fiches descriptives de la menace, il y a des bonnes pratiques pro et des bonnes pratiques perso qui vont vous permettre effectivement d'avoir et de diffuser, de transmettre à vos salariés les bonnes pratiques, que l'on soit en télétravail ou qu'on soit au bureau. Je le disais, la sensibilisation, c'est la première arme de prévention. Quel est l'arsenal dont disposent les cybermalveillants, hein? Ils peuvent acheter je vous l'ai dit, sur le dark web, ils peuvent acheter des données qui ont été volées par d'autres. Ils peuvent eux-mêmes mener des campagnes d'hameçonnage. Ils peuvent également utiliser les réseaux sociaux pour vous cibler. À partir du moment où sur LinkedIn, vous êtes un peu trop exposé, sur d'autres médias sociaux comme Instagram, TikTok, Co., vous donnez plein d'informations personnelles, eh bien, les hackers vont les utiliser pour essayer de cibler un petit peu leur attaque pour rendre crédible le ciblage de votre compte. L'usurpation d'identité, très utilisée, ou l'usurpation de qualité. Je suis votre notaire, je suis votre banquier, je suis un policier, je suis, etc. On prend une posture officielle qui va faire se baisser les barrières intellectuelles. Et il y a également tous les programmes malveillants, donc vulgairement appelés les virus, hein, qui peuvent être des rançongiciels, mais qui peuvent être aussi des virus qu'on appelle voleurs d'informations, les infostealers, qui s'installent discrètement sur votre poste et chaque fois que vous tapez quelque chose à votre clavier, eh bien, il l'envoie au hacker. Donc, quand vous tapez votre login, mot de passe, il l'envoie au hacker en même temps. Donc, maintenir un poste à jour et avec des antivirus à jour, c'est important de manière à détecter ce type d'attaque discrète. Qu'est-ce qui les intéresse? Je vous l'ai mis à gauche, hein, toutes les données personnelles, plutôt en bleu, toutes les données financières, mais également toutes les données pro. Ça peut aller jusqu'à les coordonnées bancaires de vos clients, etc., de manière à provoquer des virements frauduleux, de manière à récupérer des choses, voire des secrets de fabrication, ou une base de connaissances clients, etc., etc. Donc, c'est important. Leur moyen de vous forcer, en fait, à leur donner ces informations, ils jouent sur, à gauche, les sentiments négatifs, c'est-à-dire la méconnaissance, le stress, la peur, la culpabilité. Ou alors, au contraire, ils vont jouer sur des facteurs plus positifs, la curiosité. Tiens, votre profil LinkedIn a été visité par 25 nouveaux contacts. Vous voulez voir qui a visité votre profil. Alors, si vous dites que vous êtes, par exemple, en recherche d'emploi ou en changement professionnel, ça peut être un bon appât que de vous dire, tiens, votre profil LinkedIn a été visité. L'envie, l'iPhone à 1 euro, ça n'existe pas. Donc, quand vous recevez un mail de tentation, ben, il ne faut pas céder à la tentation. Le profit, si vous faites ça, on va vous récompenser. Ou la passion, hein, c'est les fameux escroqueries au sentiment. Récemment, vous avez vu l'affaire Brad Pitt et la pauvre dame qui s'est fait embarquer dans une pseudo-histoire sentimentale qui en fait était le fait de ce qu'on appelle les brouteurs africains, hein, l'Afrique francophone notamment est très riche de gens qui manipulent en fait les identités pour provoquer des sentiments, se faire envoyer de l'argent et au final disparaître. Donc voilà les ressorts psychologiques qui sont utilisés par les escrocs pour vous faire ouvrir la porte de votre système numérique. Alors vous les connaissez, tous ces exemples, hein, lamonde.gouv.fr, la CPAM qui vous écrit, le livreur, notamment à Noël, pendant les fêtes de fin d'année, il y a des vagues de tendance, il y a un peu les marronniers qui reviennent chaque année pour décrire, en fait, vous provoquez le clic sur une adresse. La fête des pères, enfin tout ce qui est événementiel va être gagné on a eu gagné des places pour les Jeux Olympiques, là, on a eu la Coupe du Monde de rugby, tout ça provoqué, vous voulez gagner 2 places à la finale, eh bien, cliquez ici, donnez-nous vos coordonnées et nous vous contactons. Ben non, ça en général, il n'y a pas de place.
C'est juste pour vous récupérer vos données. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, en général. Et puis, il y a les messages un peu officiels on a détecté que votre ordinateur était allé sur des sites très peu recommandables, donc on va venir vous enquêter chez vous ou prévenir votre famille, sauf si vous payez une somme dite, une amende forfaitaire que vous nous versez. Et à partir de ce moment-là, vous serez innocenté. Ça, on l'a vu apparaître dans de nombreux mails avec des gens qui se plaignaient effectivement de dire je ne suis jamais allé nulle part sur des sites bizarres. Mais non, en fait, c'est une usurpation. Alors, comment protéger ces données une fois qu'on sait que ces données sont les cibles des hackers? L'important, c'est de savoir ce qu'on veut protéger. Donc, c'est déjà connaître ces données et savoir quelle est leur sensibilité. Votre fichier client, votre fichier facturation, votre fichier comptabilité, commande, etc. sont des données importantes pour maintenir l'activité de production d'une entreprise. Après, une fois qu'on sait lesquelles, il faut savoir où elles sont et comment on les protège. À quelle fréquence je les sauvegarde, où je stocke. Si je les stocke dans le tiroir à côté de l'ordinateur, s'il y a un incendie, eh bien, l'ordinateur partira en fumée, mais le disque dur dans le tiroir aussi. Donc, on voit bien que le fait d'avoir une dispersion géographique est important aussi dans ces données, de manière à ne pas les laisser toutes au même endroit, pour pas qu'un sinistre, qu'il soit physique ou malveillant, provoque la perte de ces données. Il faut protéger tous les accès qui y mènent, donc il n'est pas normal d'avoir des données clients dans un fichier Excel sans mot de passe, etc., qui permet à n'importe qui de se promener dans vos documents et de récupérer ce qui l'intéresse. Savoir que ça, ils vont le faire discrètement et vous ne le verrez pas, en fait. Parce que c'est le propre de données numériques, enfin des assets numériques, c'est que on peut vous voler quelque chose. Quand on vous vole une montre, vous ne l'avez plus. Quand on vous vole des données, vous les avez toujours, mais les autres l'ont aussi. Donc c'est un petit peu le piège du vol de données ou de la corruption de données. Je vous disais, sauvegardez vos données sur des supports adaptés en termes de durée de conservation, en termes de fragilité, en termes d'accès. Éviter que ce soit effectivement, vous pouvez avoir vos sauvegardes par exemple à la maison et les données ou dans le cloud et les données dans l'entreprise, de manière à ce qu'il y ait deux lieux totalement indépendants et non accessibles par les mêmes moyens. Et là aussi, attention quand vous transmettez, notamment par mail, des données de type RIB ou IBAN, des données personnelles, des fichiers, dans des pièces jointes de mail. Bien souvent, le mail, contrairement à l'icône qui apparaît sur votre boîte de messagerie, c'est pas un mail, c'est pas une enveloppe. Hein, un mail, c'est plutôt une carte postale, c'est-à-dire que le facteur peut lire la carte postale si elle n'est pas protégée, si elle n'est pas cachetée. Alors que sur Outlook ou sur Gmail, on voit une petite enveloppe fermée ou une enveloppe ouverte quand on l'a lu. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Il faut se dire qu'un mail, c'est plutôt une carte postale. Donc, si vous devez transmettre des données confidentielles, évitez d'écrire ça, une carte postale. Le facteur indélicat peut la lire. Donc, pensez à protéger vos données quand vous les transmettez. Si vous avez des données qui peuvent être réutilisées pour une usurpation d'identité, hein, on a vu des gens qui se sont fait voler leur identité, qui, par exemple, ont mis des années à récupérer leur vraie identité parce qu'il y a quelqu'un qui est utilisé pour faire des crédits, pour faire des baux de location, professionnels ou personnels, pour escroquer, acheter des voitures, acheter des biens de consommation, etc., au nom de quelqu'un d'autre. Et vous vous retrouvez interdit bancaire et récupérer votre identité, ça demande des mois, voire des années. J'ai vu le témoignage récemment de quelqu'un qui était en procédure depuis 1999. Et en 2025, il n'avait toujours pas récupéré son identité. Et il y avait même eu des malversations très graves, puisqu'il y avait eu atteinte aux personnes avec un viol qui avait été commis avec son identité, alors qu'il était totalement innocent et absent, mais bon, il faut le prouver. Alors, on met à votre disposition, et c'est gratuit, hein, tout ce qui est fait cybermalveillance est gratuit. Donc, profitez-en. Souvent, on dit, ouais, mais moi, je n'ai pas de budget pour faire ci ou pour faire ça. Je n'ai pas le temps de concevoir un outil de sensibilisation. Eh bien, on l'a fait pour vous. On a le Sens Cyber,
c'est un outil de sensibilisation qui permet effectivement de mieux comprendre la menace, d'agir et de connaître les bonnes pratiques. Et quand vous êtes en responsabilité, de transmettre ça à votre tissu professionnel. L'idée étant effectivement qu'en 3 modules, vous puissiez mieux maîtriser ce risque qui est propre à toutes les entreprises aujourd'hui. Il faut savoir que les hackers aujourd'hui font encore quelques attaques ciblées sur les grands comptes, mais les grands comptes sont bien protégés. Du coup, ils se rabattent plutôt sur les petites et moyennes entreprises et les collectivités, les hôpitaux et les particuliers. L'idée étant effectivement de pêcher au chalut. Je lance mon filet, je ramène tout, je fais le tri de ce qui m'intéresse et de ce qui ne m'intéresse pas, mais tout le menu fretin qui a été ramené dans le filet meurt sur le pont. Donc il faut bien considérer que, même si vous considérez que vous n'êtes pas une cible, mais pourquoi moi j'ai une entreprise de BTP, pourquoi on viendrait m'attaquer ou crypter mes données? Il faut savoir que les hackers ne font pas de discernement, n'ont pas de discernement là-dessus. Éventuellement, ils en auront sur est-ce que je peux demander une rançon ou est-ce que je peux ne pas demander une rançon. Mais si vous donnez son chiffré, même s'il ne vous demande pas de rançon, vos données sont chiffrées. Donc si vous n'avez pas de sauvegarde, vous ne pouvez pas redémarrer. Et il faut bien considérer qu'une entreprise qui est absente de son marché pour un incendie physique ou pour une cyberattaque destructive, si pendant 2-3 mois elle n'est pas opérationnelle sur son marché, les clients vont chez les concurrents et quand vous revenez sur votre marché, bien la place est prise. Donc il faut vraiment être capable de redémarrer assez vite. On a des fiches réflexes également sur que faire en cas de cyberattaque pour essayer de redémarrer au plus vite. Mais notamment, il faut avoir prévu, c'est-à-dire avoir des données sécurisées en amont pour pouvoir reconstruire votre système d'information qui a été détruit. Si vous n'avez pas, si votre maison est détruite et vous n'avez pas de parpaing et de ciment, eh bien, même si vous avez un bon maçon, il ne pourra pas vous remonter la maison. Donc, il faut absolument posséder à la fois le bon maçon, les parpaings. Les parpaings, c'est les systèmes, et le liant, c'est les données, si on veut rester dans la métaphore. Donc là, ça prend 3 fois 40 minutes. On délivre un petit certificat après un quiz d'assimilation des données essentielles. Ça peut être mis dans les objectifs annuels de vos salariés ou de vos collaborateurs, de dire, tiens, cette année, on se met comme objectif individuel et collectif de faire tous la sensibilisation cyber de cybermalveillance. Et au moment des évaluations annuelles, dire, est-ce que tu l'as fait? Oui. Est-ce que tu as le certificat à ton nom? Oui. Et ça permet, par exemple, d'avoir quelque chose d'objectif pour montrer que les gens ont fait l'effort de se sensibiliser à la cybersécurité, ce qui est toujours bien pour... c'est un peu comme la prévention routière. On fait des campagnes avec des différents médias, différentes approches. L'idée étant que finalement, ça percole dans les esprits. Je passe assez vite puisque je voulais... L'avantage, c'est que vous pouvez, sur Sens Cyber, vous pouvez y aller, commencer, vous arrêter, revenir. On ne prend que votre mail pour suivre votre progression et délivrer votre certificat en fin de cycle. Vous avez le lien qui est en bas de la page. Nous-mêmes, au sein de Cybermalveillance, on effectue beaucoup de ce type d'intervention au profit d'associations, de fondations, de groupements professionnels ou de groupements personnels. On a fait en 2024 plus de 170 interventions au profit de nos membres et des non-membres, à partir du moment où on a un public aussi riche que le vôtre. Les supports, ils sont pour tout public. Vous voyez, il y a des incollables de type pour sensibiliser les enfants, puisque nos enfants sont nos futurs salariés. Donc, s'ils ont de bonnes pratiques à la maison, ils auront de bonnes pratiques au bureau. Le guide cyberfamille, on va jusqu'au cyberharcèlement, parce qu'en fait, il n'y a pas de frontière à la sphère numérique. Elle ne se limite pas à l'entreprise, elle envahit la sphère personnelle également. Et on a plein de documents qui permettent effectivement de se préparer, d'avoir peut-être un classeur avec les fiches réflexes qui vont bien, susceptibles de... Parce que quand l'ordinateur ne s'allume plus, il ne faut pas dire je l'ai stocké sur ma clé USB ou j'ai stocké mes fiches réflexes sur l'ordinateur est HS. Donc il faut l'avoir sur un autre support. Donc garder un classeur papier, ça peut être le backup de votre problème. Je passe assez vite parce que je vois que j'ai dépassé un petit peu mon temps. Je vous ai mis tous les liens utiles, en commençant par le 17 Cyber, qui est la nouveauté de l'année 2025. Et puis tous nos contenus de sensibilisation, ainsi que les vidéos. Alors les vidéos, servez-vous-en en introduction d'une réunion, par exemple. La cybersécurité, c'est important. On passe le témoignage d'un chef d'entreprise
qui a été victime et qui témoigne des conséquences. Ça va être la deuxième partie de notre réunion. Donc, il y a des vidéos, vous pouvez les copier, les réutiliser en interne et en externe. Il y a des outils gouvernementaux. Vous connaissez France Identité, qui stocke vos documents, passeport, carte d'identité, permis, de manière sécurisée et qui vous permet de produire des justificatifs d'identité sans envoyer une photocopie de votre carte qui pourrait être reproduite et utilisée à des fins moins sympathiques. Il y a le filigrane de vos documents, un service du gouvernement, beta.gouv.fr, qui permet effectivement de poser un filigrane en disant je vous transmets ma carte d'identité, mais je mets un filigrane dessus qui dit pour ma location de voiture du temps, et ce qui permet que ce soit réutilisé sur d'autres usages que celui pour lequel vous avez transmis le document. Donc quand vous transmettez vos feuilles de salaire, vos trucs d'imposition, vos documents d'imposition, vos documents d'identité, etc., pensez à les filigraner de manière à en limiter l'usage à la transmission que vous faites. Si c'est pour une agence immobilière, vous mettez agence immobilière X et ça vous permet d'éviter que ce soit réutilisé sur d'autres sites ou pour d'autres usages. Celui-là n'est pas piégé, donc vous pouvez l'utiliser, le QR code. Toutes nos ressources sont accessibles. Et via le 17 Cyber, vous avez tout le parcours d'assistance des victimes ou de sécurisation avant que vous soyez victime. Voilà pour la présentation. Je vais céder la parole. Je vais rendre la parole à Sébastien. Je coupe mon partage. Merci, monsieur Mezzalo. Bon, ben, moi, je suis le champion, malheureusement, dans plusieurs catégories. Et je veux vous le partager. Je ne sais pas qu'on en est fier, mais c'est aussi la preuve que ça peut arriver à tout le monde. Sébastien Citerne m'a demandé d'intervenir sur la fraude au président, mais je peux remonter un peu plus en arrière. C'est en 2015-2016. Une commerciale fait une connexion à distance. Et en fait, on se fait harponner. Et un lundi matin, j'arrive. Et en fait, je me retrouve avec le serveur complètement codé, avec tous les noms des fichiers, avec payday, jour de paye. Et là, vous bloquez toute l'usine. 40 personnes, 45 personnes bloquées. Bon. Grâce à un système de sauvegarde, non pas à l'extérieur, en interne, etc., on remonte. Voilà. On avertit bien sûr le service informatique qui ne trouve pas la première faille. Donc, on sait le lien. 15 jours après, vous vous retrouvez avec un codage des données et du système du serveur. Donc là, rebelote. Et là, c'est là que j'ai rencontré vos confrères, Gilles, là-dessus, à chaque fois, qui ont été très efficaces. Mais il faut communiquer. C'est pour ça que, et c'est là qu'à cette époque-là, je me suis aperçu qu'il y avait des gens dans mon entourage ou d'autres entreprises à qui c'est arrivé, mais personne ne disait rien. Et il y a plein de personnes, des copains, je leur ai dit, faites gaffe, ça peut vous arriver. Non, non, non. Bon, ben, entre-temps, Point P, ils ont été immobilisés pendant plusieurs mois. Moi, j'ai des confrères qui ont été immobilisés. J'ai même mon expert comptable, mon CAC, qui a été complètement pendant 3 mois à l'arrêt. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et des petites structures de moins de 20 personnes. Et jusqu'à la dernière attaque, parce qu'entre-temps, voilà, vous travaillez sur mettre en place des choses, et dessus, jusqu'à la dernière attaque où ils ont été jusqu'aux commandes numériques. Ils ont crypté tout le PC de nos commandes numériques. Et là, si on n'avait pas eu un clown, mais physique, un autre PC, alors moi, les sauvegardes, ça c'était OK. Mais par exemple, pour les PC dans les ateliers, c'était plus par peur de moi, nous, qu'on ait un PC qui claque et qu'on soit en incapacité de produire. Eh bien, il y a 2 PC sur lesquels même les informaticiens et les fabricants de machines n'ont pas pu remonter. Heureusement qu'on avait la roue de secours. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Voilà. Donc, on a verrouillé, on a sensibilisé tout le monde, etc. 2015. Il faut savoir que
la première personne, les portes ouvertes, ce sont vous, en tant que dirigeant, et tous vos salariés. Ça, on a tous la main sur la poignée et on n'ouvre pas notre entreprise. Enfin, je ne sais pas ce qu'en dira Gilles là-dessus, mais je pense que vraiment, la clé d'entrée, c'est tout le monde. Et j'allais vous dire en conclusion, mais je vous le dis maintenant, vous êtes sensibilisés aujourd'hui, c'est bien, mais j'allais dire, ça ne sert à rien. Parce que moi, il y avait des choses, par exemple, sur la fraude au président, j'en avais entendu parler. J'en avais un peu parlé en interne, mais je n'avais pas été jusqu'au bout. Et du coup, on s'est retrouvé face à ça. Donc la fraude au président, c'est assez terrible. C'est bien sûr la semaine où que vous, en tant que dirigeant, vous n'êtes pas là. Alors, moi, j'ai un président d'une association, OK, qui, en fait, il y a eu usurpation, ils ont piraté le mail. Un lundi matin, premier appel au niveau de l'accueil. Allô, bonjour, cabinet Deloitte qu'on connaît en plus à l'UNEA. Cabinet Deloitte, maître Dominguez. Ce cabinet existe, ce maître existe chez Deloitte. Il dit, je voudrais parler à la comptable. OK, j'appelle de la part de votre président. Bon, la secrétaire veut passer, entre-temps, ça raccroche, c'est volontaire, on s'en aperçoit après. Deuxième appel, je ne comprends pas, j'ai été coupé, hein, même chose, ça raccroche. Bon, on n'a pas ses coordonnées, on n'a rien. Petit mail adressé à la comptable en disant du président, mail piraté bien sûr, Thérèse, bonjour. Donc, entre-temps, ils avaient récupéré le nom, etc. Thérèse, vous allez être contacté par le cabinet Deloitte. Merci de répondre positivement à ces demandes. Pof, une demi-heure se passe. Rebelote, le faux avocat appelle, très énervé. Il pourrit la secrétaire en disant c'est pas normal, j'appelle de la part de votre président, vous me passez pas la comptable, etc. Comptable, fidèle de chez Videl à la création de l'entreprise, voilà, quelqu'un qui est en plus hyper méfiante, parce qu'elle avait subi, elle était là quand on s'était fait pirater, donc voilà, hyper méfiante. Dès la première seconde, voilà. Donc Thérèse, vite, il y a le cabinet d'avocats qui appelle de la part du président, il faut que tu y répondes, donc voilà, et répondre, mise en situation de stress. Première question, est-ce que vous êtes seul dans le bureau? Non, je suis avec la RH. Ah ouais, mais là, j'appelle de la part du président, c'est hyper confidentiel, il faut sortir, donnez-moi votre numéro de portable, et hop, et c'est parti. Et là, du coup, bon, on va faire une action, on est en train de racheter une entreprise, on veut rajouter des parts dessus, je ne suis pas au courant, et elle a les doutes, dès la première seconde, elle a les doutes. Sauf qu'en fait, tel un argumentaire commercial, il lève toutes les objections. À tel point qu'elle raccroche, n'en fait rien. Le président renvoie, le faux président renvoie un mail en disant « Je viens d'avoir M. Dominguez, vous lui avez fait part de vos doutes, rassurez-vous, c'est une mesure très confidentielle dans le cadre de la procédure, etc. Il faut vraiment, pour ne pas faire échouer, j'ai signé une convention de confidentialité, je vous la joins, Thérèse, entre-temps, vérifie, et elle l'a vérifié, hein, que cabinet de loi, ça existe bien, que Dominguez, ça existe bien, elle l'a fait en plus. Hein. Vous imaginez la situation, et qu'elle regarde sur la convention, et c'est bien la signature du président. Et là, entre-temps, le faux président lui demande un état des comptes, voilà, chose qui ne se fait pas habituellement, mais bon, et ça s'enchaîne. Et là, jusqu'au moment où il lui demande d'effectuer un virement, qui va à peu près jusqu'au son plafond. Elle vérifie que ce virement, ce n'est pas envoyé à Toto, mais à l'AMF, l'agence du ministère des Finances, qu'elle va vérifier que ça existe bien, que dans certaines transactions dessus, sauf qu'en fait, le RIB, il est envoyé vers un Boursorama, enfin quelque chose dessus, qu'à la fin, on apprendra que ce sera un Boursorama. Bilan de l'opération, 6 virements, 296 000 € de détournés. 40 mails, ils lui ont envoyé plus de 40 mails dans la semaine. Ils lui ont demandé, ils l'appelaient. Si vous partez
Donc, la technique de l'isolement, hein, si vous partez manger, appelez-moi. Elle appelait, elle s'est exécutée à chaque fois dessus. Elle leur dit, même elle leur écrit, mais Sébastien n'est pas au courant, elle dit ça au président. Non, mais vous inquiétez pas, Sébastien il est en déplacement. Le vendredi, on fait une réunion. Oui, et on est le jeudi, et le mercredi, il dit, mais là, on va pas pouvoir payer les salaires. C'est pas un problème. Euh, Maître Dominguez va vous envoyer la preuve, et hop, il renvoie quelque chose comme quoi les fonds allaient être versés. Voilà, catastrophe. N'importe qui. Je le dis hein, clairement, hein, KPMG s'est fait voler, pourtant KPMG, c'est quand même la référence. Mais ils ont eu la première fraude au président, d'ailleurs, ça vient de KPMG, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Voilà. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Franchement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et là, vous êtes dans une situation très compliquée parce que vous avez une fin de mois, vous ne pouvez même pas payer vos salaires, etc. Et ça vous tombe dessus. Et Vous bien avez très bien sûr, décrit en fait tous les mécanismes psychologiques et à titre anecdotique, je pourrais vous citer alors vous regardez que les 10 premières minutes parce qu'après ça devient un film d'action, mais vous regardez le film Beekeeper, l'apiculteur, qui est un film d'action et qui commence par une escroquerie de ce type-là qui va ensuite entraîner. Mais c'est très très bien résumé et tous les mécanismes psychologiques dont vous parlez sont utilisés dans l'intro de ce film. Donc, je vous invite à titre distractif de regarder au moins les 10 premières minutes. Après, je pense que ça plaira moins aux gens. Mais sinon, c'est édifiant ce que vous venez de dire. C'est cette capacité finalement à faire ce qu'on appelle du social engineering. C'est-à-dire, j'ai été voir les réseaux sociaux, qui est en relation avec qui, quel est le nom de mon conseiller bancaire, quel est le nom du notaire, quel est le nom etc., etc. De manière à créer tout un argumentaire complètement réaliste et crédible, plus l'isolement de la personne, plus la confidentialité, plus la relation d'autorité du président, qui fait que la personne n'a plus son propre jugement et même si quand elle applique les procédures internes, le fait qu'elle soit seule l'isole et lui fait faire l'irréparable. oui, alors là, on parle président association, mais je peux vous dire, j'en ai discuté même avec des confrères, hein, des grosses boîtes sur l'Aveyron ou même en dehors. Hein. Ça marche aussi pour des SAS, un DG, un truc, un prix. Ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Et même des très très grosses boîtes. Même, enfin, voilà. Ou une filiale du Crédit Agricole, elle s'est fait attaquer, hein, clairement. Clairement. Donc, vous comprenez que si même vous le savez, ça ne sert à rien que vous de le savoir et d'être là si vos équipes ne sont pas au courant de ça. Et je vais vous en donner une autre, parce que vous avez compris que première, arsenal noir, 2, fraude au président, fraude au RIB. Je discute, je dis à des clients, je me suis fait pirater la trésor, etc., etc. Le client il me dit, tu dis rien, mais dans le groupe, eh bien, nous on a gagné un gros marché, et en fait avec une mairie. Vous allez voir le truc, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, il gagne l'appel d'offres en juin. En septembre, ils appellent la mairie. Bon, ben, écoute, il faudrait que tu me fasses un acompte. Hein, 300 000 euros. Donc, vous voyez, c'est un bel appel d'offres. Ils appellent à la mairie. OK, on va vous faire un virement d'acompte de 300 000 euros. 15 jours après, il rappelle, il dit, on n'a rien reçu. Si, bah, c'est en cours, vous savez, les transactions, nous, ça a été débité, bon, ben, nous, c'est pas arrivé, OK. 15 jours, il rappelle, il dit, bah, non, mais là, il y a un problème. Ben, nous, on n'a plus rien, et ben, vous n'avez rien reçu. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? En fait, c'est public quand on gagne un appel d'offres. Le faux comptable, un faux comptable de la fausse société, de la vraie société qui a gagné, a envoyé un mail en disant, voilà, à la secrétaire de mairie, on a gagné, merci de mettre à jour notre RIB. La secrétaire de mairie s'est exécutée. Ça a été latent. Septembre, la mairie fait le virement, bilan de l'opération, perdu 300 000. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous retourner là-dessus. Nous, la fraude au président, c'est parti en Israël. 50 choses, dessus, pour plein de raisons. On vous expliquera qu'il n'y a pas des conventions qui ont été signées internationalement, enfin bon, etc. Monsieur Berthelot peut vous l'expliquer mieux que moi. Mais en fait, c'est ça. C'est mort. Parce que c'est parti sur un compte, Sourama, ou peu importe, qui part après
en Afrique qui rebondit et c'est fini. Et c'est perdu. Et c'est perdu. Le RIB, c'est vraiment quelque chose, enfin, moi, je vais sensibiliser, mais du coup, suite à la fraude au président, je me suis dit, tiens, il faut que je sensibilise mon personnel. Bon, j'avais d'autres choses à faire, je me dis, je me concentre sur remonter l'activité, etc., pour pas que la boîte elle coule. OK. Qu'est-ce qui se passe? Change le système, entre-temps, on avait changé la paye. On est passé sur Silae. OK. L'ARH que j'ai sur les 2 entreprises, Atelier du Royal et Manufacture Doc, reçoit un mail, un faux mail de Sébastien, en disant: je viens de changer de RIB, peux-tu changer mon RIB? Veux-tu me mettre à jour mon RIB? Ouais. Elle s'est exécutée. Vous voyez, je les collectionne, hein. 3. Elle s'est exécutée. Sauf qu'en fait, on avait dit la première des choses là-dessus, c'est la communication. C'est le seul, pour moi, c'est le seul bouclier qu'on peut avoir par rapport à ces cybercriminologues, ou je ne sais pas comment on peut le dire, hein. C'est de communiquer. Moi, je crois que bientôt, on va retaper dans la main pour faire des affaires, hein, clairement, dessus. Il n'y a que là que dessus. Et donc, elle m'a vu, on se voit tous les jours, 3 fois, 4 fois par jour. Et elle ne me dit pas, tu as changé de mail. Elle ne me pose pas, elle s'exécute. Et c'est là qu'on voit les plus anciens ou les plus anciennes, les jeunes générations. Moi, je leur dis, je ne regarde pas mes mails. Si c'est là, tu me parles, je ne regarde pas mes mails. Et eux, ils traitent des mails, ils traitent des choses. Hop, et elle s'est exécutée, hein, parfaitement. Bilan de l'opération, ben, au mois de décembre, je n'ai pas de salaire. J'ai pas de salaire. Tout le monde a été viré. Donc, en plus, il y a eu l'histoire du Black Friday. On a dit c'est décalé, talala, talala, talala. En plus, avec c'est la fraude au président, on avait mis en plus les sécurités sur les virements, etc. Enfin, voilà, on a rebouclé tout ça, on a rebaissé les paliers, parce qu'il faut vraiment le faire aussi. Même sur les payes, il faut vraiment le refaire. Pour les fournisseurs, tout ça, on a le bilan d'opération. Je n'ai pas eu de salaire en décembre. Voilà. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Et vous avez compris que quand vous êtes dans une cible, ils vont aller jusqu'au bout. Et clairement, votre confrère Gilles me dit, qui est en local, il dit c'est la continuité. Ils ont creusé, ils ont été cette réseau, vous êtes identifié, donc vous êtes le dirigeant, donc c'est vous qui devez avoir la plus grosse part du gâteau, entre guillemets. Donc, clac, et on continue jusqu'au bout. Voilà. On constate en fait que dès qu'il y a des restructurations, des rachats d'entreprises, des changements de directeur, etc., l'entreprise qui se réorganise, elle est ciblée par des tentatives pour rentrer dans les failles du changement d'organisation, en fait. Parce que globalement, pour vous protéger, on a pour habitude de dire la cybersécurité, c'est chaud, chaud, c'est hot, et hot, c'est humain, organisationnel et technique. HOT. Et donc, vous avez d'abord l'humain qui est au cœur du sujet. Après, vous avez des procédures organisationnelles. Et après seulement, il y a la technique qui est avec les firewalls, les antivirus, etc. Mais on voit bien que les 3 composantes, elles doivent être présentes en même temps. Et souvent, ce qui est utilisé, c'est les ressorts psychologiques soit de l'habitude d'exécuter. Je sais pas, on prend une organisation un peu militaire, le gars, c'est le chef qui a dit, je fais quoi. Et on ne se pose pas trop la question. Comme on dit des fois, on dit voilà, réfléchir, c'est commencer à désobéir. Donc, les gens exécutent, en fait. Et on le voit, ça cible effectivement très bien les mouvements ou les changements d'organisation du groupe, de l'entreprise, en disant, tiens, moi maintenant, je fonctionne comme ça. Et comme il y a un changement, tout le monde est un petit peu perdu dans ses procédures, à dire ah c'est le nouveau chef, il a dit que c'était comme ça, c'est comme ça. Donc oui, c'est très illustratif ce que vous venez de témoigner, parce que et surtout oui, ça ne vise pas que des grands groupes. Et c'est pour ça garder à l'esprit la pêche au chalut. C'est-à-dire ils prennent des gros poissons, mais ils prennent des petits poissons. Et pas parce qu'ils les ont ciblés, simplement parce que vous étiez là. Oui. Et donc, janvier, comme j'avais prévu, même avant même la fraude horrible, hein, de sensibiliser le personnel, j'ai fait une sensibilisation et une test de phishing. Phishing,
faux test. C'était à l'origine, c'était prévu comme ça et on l'a relevé en dernière minute. C'était Sébastien Nowitzki. C'était un faux LinkedIn. Il n'y avait pas le E. Donc, c'était un faux LinkedIn. Sébastien Nowitzki a mentionné votre nom dans un post. Donc, on ne l'a pas fait parce que statistiquement, on sait qu'il y a plus de 60 personnes, enfin, ceux qui le font, il y a plus de, quand c'est le chef qui, entre guillemets, hein, le responsable qui le fait, il y a plus de 60 personnes qui cliquent et qui se font harceler. Donc, en fait, bon, on l'a fait sur une autre personne, mais en fait, même malgré tout ce qui est arrivé, malgré, eh bien, il y en a 4 qui se sont fait avoir, quoi. Il y en a 4 qui se sont fait avoir. Et donc, il faut vraiment, voilà, bon, maintenant, c'était un peu un traumatisme dans l'entreprise. Il y avait des choses qu'on avait pris des habitudes en 2015. C'est là que pour ça, je vous raconte aussi 2015, parce qu'on a pris des habitudes. Il y a des nouveaux arrivants qui sont arrivés, et des choses, et puis on s'est dit, bon, allez, c'est bon, on l'a eu, quoi. Non, non. La question, en fait, c'est pas pour moi, je me l'ai marqué, c'est pas quand je vais me faire attaquer, hein, c'est surtout comment je vais faire quand je vais me faire attaquer. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut vous poser comme question. Parce que c'est Sébastien, tu m'avais dit, quand je t'avais averti, tu m'avais dit en statistique, hein, c'était 75% des entreprises qui se font attaquer, ou 76%, hein, et c'était la DGFP qui te l'avait dit, et 35 sur lequel ça aboutit. C'était ça à peu près, hein, j'avais remarqué. Donc ça voudrait dire que vous avez eu 75%, il y a 3 chances sur 4 que vous vous fassiez attaquer. Et la moitié de la chance que ça aboutisse. C'est clair, voilà. Donc après, il faut qu'on continue à vivre dessus. Mais bon, mais c'est pas que vous. Voilà. Moi, c'est la faute que j'ai faite. Hein. Même si on en avait discuté un peu, c'est que j'ai pas rappelé, quoi. J'ai pas rappelé. Et puis alors les téléphones, à l'heure d'aujourd'hui, les téléphones, tout le monde a le code Wi-Fi de l'entreprise, quoi. Pour aller imprimer, et c'est moi le premier qui l'ai fait pour aller imprimer, par exemple, des photos d'un chantier. Ouais, on a tout ouvert. On a tout ouvert. Merci Sébastien. Il y a Nadine qui avait une question. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Déjà, merci pour la richesse des échanges et pour le témoignage, Sébastien, parce que je pense qu'effectivement, on peut tous se faire avoir. En tout cas, on va s'en saisir à notre niveau. Moi, j'avais des questions par rapport au paiement sur Internet. Alors, peut-être qu'il y a des choses sur ce que vous proposez au niveau de cybermalveillance et qu'on peut retrouver sur les sites. J'avais également au niveau des téléphones, alors même si ce n'est pas de la cybermalveillance, mais on est harcelé téléphoniquement de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que ça devient même sur les téléphones, alors perso et pro, pour le coup. Et j'avais une autre question par rapport à... Donc, ça fait la 3e et j'arrête là après. Est-ce qu'on arrive un jour à récupérer cet argent qui part en Israël ou à l'étranger? Est-ce qu'on arrive à choper quand même alors, on dit non, mais j'ose espérer quand même que parfois, on arrive quand même à attraper voilà, ces voleurs. Je ne sais pas si j'emploie le bon terme. Alors, pour votre dernière question, effectivement, Sébastien faisait non. Et il a pas totalement tort. Je vous l'ai expliqué, en fait, c'est le problème, c'est que le système juridique est national et le système Internet est mondial. Donc, à partir du moment où vous avez des gens qui ont prévu un circuit d'évasion financière, en fait, on aura assez peu de recours. La seule chose, c'est la rapidité. En gros, dans les 48 heures, on arrive à récupérer tout ou partie des sommes. Les services techniques de la gendarmerie et de la police sont capables effectivement de bloquer les transferts avant que ça ait complètement disparu dans les limbes financières mondiales. Mais si ça et c'est pour ça que eux, ils ont tout intérêt en fait à faire un petit peu durer le plaisir, à ce que les gens ne se rendent pas compte de la malversation trop vite, de manière à ce qu'ils aient le temps de disparaître. C'est un petit peu quelqu'un qui fait le vol d'un fourgon blindé, ben une fois et s'il n'a pas prévu d'évacuation et que la police le bloque, et il est bloqué. Mais si on prévient qu'une demi-heure après que le fourgon a été forcé, ben ils sont loin en fait, et donc ça va même mettre plus de temps. Et donc ça c'est pour la première partie. Ensuite, Juste pour reprendre sur cette partie-là, est-ce que les banques, enfin pour toi Sébastien, est-ce que les banques aujourd'hui ont remboursé ou pas l'intégralité ou en partie? Pardon, désolé, mais Non, mais le sujet tu as est raison, intéressant. c'est un vrai sujet.
Surtout que, bon, je vous ai passé le cap du fait que la banque envoie, pour vous dire le vice du truc, parce que je pourrais vous donner des détails, ça a duré une semaine, donc je le connais par cœur. Hein. Le fraudeur, le faux avocat dit à Thérèse, vous allez être appelé par la banque. C'est normal, ils font un contrôle. C'est normal. Il suffit que vous disiez que c'est validé. La banque a effectivement fait un détail, détecté. Elle a détecté que ça pouvait être frauduleux. La banque envoie un message sur lequel, moi j'étais en réunion, je n'ai pas répondu, je ne l'ai même pas vu, enfin, d'accord, hein, dessus. Et après, envoie un message à la personne, à Thérèse. Est-ce que c'est bon? Oui, elle a répondu oui, parce que le président lui avait dit oui, et du coup, c'est mort. Et eux, ils ne veulent même pas en entendre parler. Ils ne veulent même pas en entendre parler. À l'heure d'aujourd'hui, je suis en conciliation et j'attends leur accord pour le report des emprunts, et entre autres du PGE. Donc, on m'a volé de l'argent que je n'ai pas utilisé. Et je ne l'aurai pas. C'est un peu comme dans la vraie vie, hein. C'est-à-dire que si vous laissez votre maison ouverte et que vous dites à la banque, je me suis fait voler, les assurances vont vous dire, bah, puisque vous aviez laissé, c'est de votre faute. Et par conséquent, on ne va pas rembourser. Et Donc, toi, oui, Nadine, pardon, hein, je vous ai coupé, mais en juillet, j'ai fait faire un diagnostic pour faire les tests, ça, pour regarder, pour prendre une assurance là-dessus. Je ne l'ai pas pris. Je ne l'avais pas encore pris. vous aviez une deuxième question qui était autour des démarchages téléphoniques et de l'usurpation d'identité ou de qualité au téléphone. Là, il y a un produit de type Orange et moi, par exemple, qui est ouvert, y compris aux gens qui ne sont pas abonnés Orange, qui filtre les démarchages indélicats. Et il y a un autre produit dont la base est gratuite, qui s'appelle Bigon, B-E-G-O-N-E, Bigon, qui est un outil anglo-saxon, mais qui bloque en fait tous les numéros de démarchage et de relance automatique, etc. Donc, je vous invite effectivement à vous doter de ce type d'outil qui va vous éviter que ça sonne trop souvent à la maison ou sur votre portable. Bigon ou Orange et moi. À la maison, je réponds plus. Sur le portable, il y a les spams, là, en fait, on nous dit Oui. voilà, mais bon, Alors, quand Bigon, même, c'est il y a un anti-spam téléphonique, c'est-à-dire que ça évite D'accord. les appels sur les panneaux solaires, l'énergie, OK. les opérateurs téléphoniques, la box à 1 euro, etc., etc. Et la dernière question que j'avais, c'est sur les achats internet avec nos cartes bancaires, hein. Aujourd'hui, je suppose qu'on n'est pas sécurisé, que c'est super dangereux d'après ce que j'entends. Je vais plus oser rien faire. Alors, ça dépend. Il y a des banques qui proposent notamment ce qu'on appelle des e-cartes bleues, c'est-à-dire c'est une carte bleue éphémère qui va vous permettre de procéder à l'achat, mais qui ne pourra pas être réutilisée une deuxième fois. Donc, même si on vous vole ces coordonnées-là, parce que le site s'est fait pirater, eh bien, vous n'aurez pas de conséquences. C'est conseillé. Et puis sinon, c'est d'aller sur les sites de confiance, mais on le voit, l'importance de la société et son caler pignon sur rue, c'est déjà une petite garantie, mais ce n'est pas une assurance parce que vous avez vu en vol de données, on a eu France Travail, on a eu Free, on a eu des grands noms de l'administration et du commerce. Du coup, quand vous perdez, je sais pas, 7 millions d'utilisateurs de chez Free, il y a 7 millions de coordonnées dans la nature. Hein. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on vous demande aussi dans nos conseils, hein, c'est de bien séparer les mots de passe que vous utilisez sur vos différents sites sur lesquels vous vous rendez, de manière à éviter que la fuite ou le vol de données chez un de vos fournisseurs, que ce soit fournisseur d'Internet ou fournisseur Amazon ou fournisseur Free ou autre, que la perte de ces données chez lui n'entraîne finalement la réutilisation des données qu'ils ont récupérées sur d'autres sites. Parce que si vous avez le même mot de passe sur SNCF, sur votre compte EDF, sur votre compte pro, sur votre compte, etc., eh bien, si on vole
un seul de ces services, eh bien, on peut l'utiliser sur tous les autres. Et du coup, ça vous oblige à changer votre mot de passe sur tous les sites. Donc, utilisez un gestionnaire de mot de passe automatique, un coffre-fort, ce qu'on appelle le coffre-fort de mot de passe. Il y en a un qui est gratuit, qui est certifié par l'Agence nationale de sécurité, il s'appelle KeePass, K-E-E-P-A-2-S, qui permet en fait d'être un coffre-fort dans lequel vous allez stocker tous vos mots de passe et lui-même va générer les mots de passe pour les sites sur lesquels vous allez. Quand on vous dit créer un compte, KeePass va vous dire, voulez-vous que je vous propose un mot de passe complexe? Il va le stocker en disant, pour aller sur la CAF ou pour aller sur l'assurance maladie, c'est tel numéro de compte et c'est tel mot de passe. Et il en fera un différent pour chaque service. Vous n'avez qu'un mot de passe à retenir, c'est celui de votre coffre-fort, parce que si vous le perdez, c'est un peu comme si vous mettez vos clés dans le coffre-fort. Après, il faut forcer, hein. Il faut y aller au chalumeau. C'est un peu compliqué. Mais à part ça, ça permet quand même de séparer et de minimiser les risques en disant un service, un mot de passe, un compte. Et quand c'est disponible, utilisez ce qu'on appelle le multifacteur authentification ou le double facteur d'authentification, c'est-à-dire login mot de passe plus éventuellement un message dans votre application mobile ou encore un SMS, même si aujourd'hui c'est déconseillé, parce qu'il y a des moyens de contourner le système, mais globalement, si vous avez login mot de passe plus un mot de passe éphémère, vous êtes quand même beaucoup plus serein que sur l'identité qui pourrait être faite, enfin l'utilisation qui pourrait être faite de votre identité ou de votre compte. Merci. Il y a Ludovic qui voulait intervenir aussi. Ah oui, merci. Bon, c'était une question pour Sébastien, mais je pense que vous avez répondu. Je voulais savoir si vous aviez une assurance cyber, mais visiblement non, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Et non, j'étais en train d'y souscrire, tu vois, et je ne l'ai pas fait. Alors, moi, pour l'avoir fait dans le cadre de mon métier d'avant, l'assurance cyber, faut vous dire que c'est comme toute assurance, c'est-à-dire que c'est comme votre assurance voiture. Si votre voiture n'a pas de frein, pas d'airbag et qu'elle n'a pas été révisée régulièrement, il ne vous assure pas en cas d'accident, hein. Ah oui, Donc, non, là, on est donc d'accord. il y a tout un tas de prérequis et qui sont demandés par l'assurance qui vous obligent effectivement de toute façon. Donc ça peut être un levier de progrès, mais ce n'est pas non plus la panacée parce qu'en fait, eux ils se sont rendus compte, les assureurs, que finalement, la totalité des primes versées en termes de cyberassurance ne couvrait pas la totalité des indemnités qu'ils étaient obligés de verser, puisque les dégâts, on parlait de plusieurs dizaines de jours d'arrêt de production, les dégâts sont énormes, hein. Sur une grande boîte, Saint-Gobain, quand ils se sont fait attaquer, c'est 300 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Sopra Steria, je crois que c'est 200 millions d'euros, enfin, alors que ce sont des professionnels du numérique. Donc, on voit bien que Bouygues, ça a été 200 millions d'euros. Donc là, on est dans des grands groupes et donc des grosses conséquences parce que les pertes de production sont énormes par jour. Mais on voit bien qu'à votre échelle, à l'échelle de vos entreprises, 15 jours ou 3 semaines de production, s'ils assurent ça, les primes vont être conséquentes. Et surtout, il y aura énormément de prérequis en disant, si vous-même, vous ne fermez pas votre porte, on a beau dire, on vous avait dit de mettre des barreaux aux fenêtres, on vous avait dit de mettre une alarme, on vous a dit de vérifier de temps en temps, de mettre des caméras, etc., etc. Vous avez mis tout ça, mais le jour J, ça ne marchait pas, vous n'êtes pas assuré, quoi. Donc oui à l'assurance comme un levier de progrès, mais sachez que vous aurez des prérequis qui vont nécessiter que vous investissiez dans la sécurisation de votre système numérique afin de pouvoir rentrer dans le carcan de l'indemnisation de cyberassurance. Ouais. Et tu vois, moi, Ludovic, ils avaient fait un diag, hein. Bon, c'était l'assurance que j'avais regardée, ils ont fait un diag. Du coup, là-dessus, c'était bon. Ils ont fait, tu vois, ils ont testé les entrées, etc., le site web, les mails, etc. Bon, on dit, voilà, il y avait un truc, il n'y avait rien, hein. Mais par contre, du coup, la fraude au président, elle n'était pas dans ce champ d'action-là, tu vois. Oui, bien sûr. Ça reprend ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est le hot, hein. La fraude au président, c'est bien souvent humain et organisationnel, c'est pas technique en fait. C'est une escroquerie, à part des moyens numériques, mais c'est une escroquerie astucieuse. Les escrocs, depuis Arsène Lupin, il y en a plein, hein. Ils utilisent les moyens du moment. Et le numérique en fait partie. Alors, vous avez, pour vous faire accompagner dans le diagnostic, il
il y a un service qui s'appelle Mon Aide Cyber, qui normalement fait un diagnostic, un pré-diagnostic de votre système et vous permet de vous donner les 3-4 axes de progrès, les 3-4 mesures rapides pour améliorer votre sécurité. Et Mon Aide Cyber, c'est un service étatique de bénévoles et donc de bénévoles certifiés, mais qui est gratuit. Ouais, moi, je sais que vous pouvez aller voir aussi dans les départements. Il y a certains départements qui aident les entreprises à faire des diag et c'est gratuit. Absolument, c'est un dispositif. Parce qu'on ne peut soigner le malade qu'une fois qu'on a le diagnostic quand même, quoi. Donc, Il y avait encore une main levée, Gérard. Oui, oui, merci. Oui, je me permets d'intervenir, mais en fait, ça vient d'être dit, donc je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est en appui du témoignage qui a été donné sur la fraude au virement. Je l'ai vécu également dans une entreprise. J'étais à l'époque responsable des systèmes d'information, et ce que je voulais dire, c'est que quand on est venu me voir, quand la directrice financière est venue me voir pour me demander si j'étais au courant de quelque chose, ben, j'étais au courant de rien et l'histoire était terminée. Donc, ce que je veux dire par là, alors, c'était bien terminé en l'occurrence, parce qu'elle a été détectée à temps. C'est-à-dire que le virement a été effectué, mais une comptable s'est rendu compte de quelque chose et a prévenu la directrice financière qui a pu appeler la banque et intervenir avant que ça parte dans les traitements, on va dire, bancaires sur les serveurs. Donc, ça s'est plutôt bien terminé. Mais ce que je veux dire, c'est que au niveau informatique, on était au courant de rien. Et ce qui est intéressant dans ce témoignage-là, en fait, ça montre bien que quand on parle de sécurité des systèmes d'information, de sécurité cyber, etc., on a souvent, enfin moi j'ai constaté qu'il y avait souvent un raccourci qui était de dire ça concerne les services informatiques, ça concerne la technique, et puis ils ont dû prévoir ce qu'il fallait, ils ont dû faire ce qu'il fallait, c'est pas mon souci. En fait, là, ça montre bien que si, on parle vraiment de la sécurité des données, c'est-à-dire que les informaticiens, là où il y a des services informatiques, si vous en avez, ils font pas de ils sécurisent leurs équipements pour sécuriser leurs données. Mais en fait, les équipements, on s'en fout, on remonte un serveur Windows, ça, c'est pas un souci. Par contre, on ne saura pas repartir si on n'a pas vos données. Donc, on est vraiment sur de la sécurité, ça concerne les métiers, ça concerne l'ensemble des utilisateurs, ça concerne la totalité de l'entreprise, et ce témoignage-là le montre bien. Et là, effectivement, ça a été dit tout de suite, je crois, par M. Berthelot, c'est qu'on est bien sur des aspects organisationnels pour les fraudes au virement. Alors, il y a des petits aspects techniques parce qu'on met en place des tokens avec des mots de passe, mais on sépare les fonctions, en fait, de qui crée le virement dans la comptabilité, qui fait la transmission bancaire, etc. Les réponses, elles sont en grande partie organisationnelles. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que je retiens dans ce témoignage. Et pour l'avoir vécu également, c'est que la sécurité, c'est pas que de l'informatique, ça concerne véritablement tout le monde, y compris les VIP et surtout les VIP dirigeants, directeurs, parce qu'en général, c'est eux qui ont les plus hauts privilèges, c'est-à-dire que c'est souvent le maillon faible de la chaîne. Elle est assez bien renforcée ailleurs, et puis on a quelque part un VIP qui a des droits particuliers, ça peut rentrer par là. Donc ça, c'est... Alors c'est peut-être parce que c'est mon côté... je viens des systèmes d'information, donc c'est important pour moi, mais c'est vraiment passer ce message que la sécurité, ça concerne, c'est pas que de la technique et c'est pas les services informatiques qui vont vous garantir que vous avez une sécurité au plus haut niveau et qu'il se passera rien. Voilà. Gardez à l'esprit le HOT, humain, organisationnel, technique. Et c'est effectivement 3 types de barrières différentes qui permettent effectivement de freiner en fait les malversations. Mais sachez que oui, d'ailleurs la semaine prochaine, il y a un grand salon à Paris, il y a la semaine de l'IA et de la cybersécurité, première édition du genre. On voit bien que l'IA amène non pas de nouveaux risques, mais de nouveaux moyens pour les attaquants, hein, en vous faisant parler à partir du moment d'une capture d'une vidéo comme aujourd'hui. Finalement, on capture mon visage et on capture ma façon de parler. Et finalement, derrière, on va simuler que c'est moi qui vous donne des conseils et on va me faire dire des contre-vérités que je n'aurais pas dites. Donc, on le voit, l'IA va être un nouveau pan, un nouveau prisme qui va pas manquer d'être utilisé par les cybermalveillants. Et donc, les cyberdéfenseurs devront également pouvoir utiliser l'IA pour contrer les IA cyberattaquantes. Ok.
Enfin, il y avait une question dans le chat de la part d'Arsène qui demandait comment protéger rigoureusement les mails et les données des utilisateurs, quels sont les différents outils de protection, et où arrivent beaucoup plus les cyberattaques, ou avec un accent. Donc, y a-t-il des zones géographiques plus sensibles et plus à risque que d'autres? Alors, ce qu'on observe, et là, les services de l'État sont relativement prudents parce que l'imputabilité d'une attaque est toujours très, très compliquée puisque dans le système informatique, il y a une capacité à fonctionner en mode un peu oignon. Donc, il y a plusieurs couches imbriquées qui fait que c'est pas parce que ça attaque depuis Israël ou depuis la Russie ou depuis la Chine que réellement les attaquants sont en Chine. Ils ont pu rebondir en Chine pour venir attaquer chez nous. Et donc l'imputabilité est toujours très compliquée techniquement. Elle nécessite des investigations de très bas niveau qui sont en général assez longues. C'est pour ça que vous voyez des autorités qui sont très discrètes sur l'imputabilité, notamment à l'étranger, parce que ça peut faire des histoires diplomatiques. Mais c'est compliqué de pouvoir imputer l'incident. Et l'autre pan de la question, c'était quoi? C'était comment protéger rigoureusement les mails des données utilisateurs et les outils de protection qui peuvent être utilisés. Là aussi, la protection, elle peut être technique. Hein. On a des outils en fait qui vont déverminer les mails. Hein. La plupart du temps, même si vous avez aujourd'hui à titre personnel un Gmail, il y a beaucoup de nettoyage qui est fait et il y a beaucoup de mails qui n'arrivent pas dans Gmail, qui sont déjà directement jetés à la poubelle, etc. Donc les outils peuvent être équipés de filtres. Donc, il y a des produits divers et variés pour filtrer les mails arrivants et les mails sortants, de manière à éviter qu'ils transportent des choses indélicates. Après, il y a l'usage également. Là encore, on est sur l'humain. Si je vous le disais, si vous mettez par exemple un document signé de votre directeur en pièce jointe en clair dans le mail, que le mail est récupéré, on peut, par exemple, récupérer la signature du président et sur le document qui a été transmis par mail et l'utiliser pour faire signer un autre document qui va engager sa responsabilité, puisque les signatures papier sont… Aujourd'hui, on leur fait encore plus confiance que les signatures électroniques, mais en fait, c'est un graffiti, hein, une signature. Donc, si j'ai récupéré le bon graffiti et que je le colle sur un mauvais document, finalement, la décision, elle est prise par celui qui a fait le graffiti et donc ma responsabilité peut être engagée. Donc, il y a un problème d'usage, c'est-à-dire ne pas utiliser le mail en clair pour des données confidentielles. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques d'usage. Et après, c'est doter ces services de messagerie des options de filtration pour essayer d'évacuer un maximum les mails suspects ou carrément malveillants. Et également scanner les mails sortants pour vérifier qu'ils ne comportent pas de données confidentielles qui pourraient être transmises à l'extérieur. Donc ça, c'est des outils informatiques. Donc on voit bien qu'il y a là encore, il y a une dimension humaine, bonne utilisation. Gardez à l'esprit aussi, hein, le mail, c'est une carte postale. Donc vous ne mettez pas vos résultats d'analyse sanguine au dos d'une carte postale, sinon le facteur, il sait si vous êtes diabétique ou pas. Donc, gardez ça à l'esprit, c'est que le mail, bien que ce soit une enveloppe, il n'y a pas d'enveloppe, c'est une carte postale. Donc, quand on met quelque chose dans un mail, en pièce jointe, etc., c'est que c'est quelque chose qui n'a pas de confidentialité. Sinon, on envoie un fichier par des services de transfert chiffrés qui fait que j'authentifie celui qui va ouvrir, le bon destinataire qui va ouvrir la pièce jointe que je lui ai envoyée. J'évite d'envoyer un IBAN, etc., qui pourrait être falsifié, une photocopie de chèque, une pièce d'identité, des résultats comptables. Enfin, et or, la facilité d'usage prime souvent sur la sécurité. Du coup, on a des gens qui ont ces pratiques-là, qui peuvent mettre en danger l'entreprise en n'ayant pas conscience d'avoir mis en danger l'entreprise. D'où la sensibilisation. Ok. Merci beaucoup pour votre présentation. Sébastien, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est toujours important d'avoir un retour concret. C'est jamais évident quand on est dans cette situation-là. Donc, merci. Mais n'hésitez pas à témoigner quand vous êtes. C'est plus une maladie honteuse. Tout le monde s'est fait piéger. Donc, à partir du moment où on communique, hein, c'est ce que disait Sébastien, déjà la communication humaine, ça permet de
de partager ces expériences, de valider finalement des décisions. Le numérique n'est pas la panacée de tout, donc gardons les relations humaines. Ok. Merci à tous. Merci pour la séquence. Merci de votre présence à tous. C'est bien d'avoir une association aussi mobilisée. Merci à vous. On sait que votre temps est précieux et c'est gentil d'y avoir consacré suffisamment de temps. Gérard a levé la main, Sébastien. Gérard Non, elle est restée levée, mais non. Elle est restée levée. Okay. Par contre, il y a Claire. Il y a Claire qui vient de relever. C'est bon, elle l'a enlevé. Bon, ben merci à tous et bon appétit. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant et ça fout un peu la trouille quand même. Ouais.